tout cas, vous m'offrez une très belle transition, Mathieu, sur la question de ce monde qu'on souhaite léguer à nos enfants et de ce monde qui laisse mourir des migrants en Méditerranée. Dans la nuit du 13 au 14 juin, un navire de pêche transportant jusqu'à 700 passagers et passagères originaires de Syrie, d'Égypte et du Pakistan, selon la centaine de survivants secourus, a sombré à 76 km de la ville touristique grecque de Pylos. 7 jours après la tragédie, au moins 78 cadavres ont été repêchés et des centaines de personnes ont disparu dans les eaux. On parle du pire naufrage de personnes exilées en Méditerranée depuis des décennies. Ce nouveau drame met en lumière les failles de la politique migratoire de l'Union européenne que, Julien, tu juges cynique et même criminelle. Oui, je trouve que ça... Alors, si on ne veut pas se limiter à la déploration de ce naufrage, des centaines de morts, une fois de plus, puisque en fait, ça fait des années et des années que ça dure et c'est une hécatombe permanente, pour le coup, il faut prendre les choses à la racine. Hein. Être radical, c'est pas être excité. Être radical, c'est juste vouloir comprendre comment les choses se passent et vouloir ensuite les prendre à la racine pour les changer. Il me semble d'abord que ces tragédies... atroces, qui ne sont pas des tragédies d'ailleurs, parce qu'une tragédie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Or là, justement, on a vu ce bateau, on l'a vu couler, on ne lui est pas venu en secours. Frontex, l'organisation européenne, a laissé les gens mourir, et c'est ce qui se passe régulièrement. Si on veut comprendre un petit peu ce qui se passe, une des premières considérations à faire, c'est que ces naufrages, ces centaines de morts, ils disent la vraie nature de l'Union européenne. On sait que sa vraie nature en termes de politique intérieure, c'est de convertir de force les sociétés au néolibéralisme, à la fin des protections collectives. Le regretté Denis Kessler, mort récemment, ancien hiérarque du MEDEF, qui avait théorisé le fait qu'il fallait détricoter l'héritage du Conseil national de la résistance, disait très clairement, l'Europe, c'est ça sa vertu, c'est que ça va forcer à des réformes de la société française qui ne veut pas du néolibéralisme. Ça, c'est à l'intérieur. À l'extérieur, c'est tout simplement préserver la prospérité occidentale, blanche, il se trouve qu'elle est blanche majoritairement, contre le reste du monde. Et on voit bien comment finalement la Méditerranée, maintenant, pour l'Union européenne, c'est un peu la frontière du Mexique pour les États-Unis. C'est un lieu sans loi, c'est un lieu où l'État assassine ou laisse mourir, sans aucune considération pour ce qui est censé être les principes spécifiques de l'Occident et de l'Europe. On nous a toujours vendu l'Europe, il fallait être européen parce que l'Europe c'est la fin de la guerre, l'Europe c'est l'universalisme. On voit ce que c'est, en fait. Ça c'est le premier point. Le deuxième point à retenir, me semble-t-il, c'est le manque d'intérêt des médias pour tout ça. Alors certes, il en est quand même un peu question, tellement la catastrophe est énorme. Libération a fait une belle une et un très beau dossier. Tout à fait. Mais le jour où Libération fera le lien avec la question de la nature profonde de l'Union européenne, en revanche, me semble, malheureusement, est encore assez lointain. S'il s'agit de déplorer, pour des raisons morales, comme tout un chacun peut et devrait le faire, s'il a un petit peu d'humanité, c'est mort. Là-dessus, on va tous être d'accord, encore une fois. Mais ce qu'il faudrait, c'est quand même aller voir les causes profondes. La manière dont, par ailleurs, c'est encore un autre point, en termes de géopolitique, nous ne sommes pas innocents. Je veux dire, le regard consiste à dire « ces gens ont voulu partir, ils n'ont pas réussi à arriver jusqu'ici, ils sont morts en mer, c'est bien dommage, c'est bien triste, mais pourquoi ils ne sont pas restés chez eux ?» Être radical, c'est se poser la question. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas eu... C'est parce qu'on était là-bas. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas eu d'autre choix que de prendre le risque de mourir pour espérer avoir une vie décente? Alors là-dessus, si on commence à se poser la question, il y a quelques réponses qui vont arriver. Des réponses de court terme. La déstabilisation géopolitique du Moyen-Orient. L'invasion purement gratuite de l'Irak, qui a créé Daesh, qui a déstabilisé politiquement ces régions. L'agression contre la Libye. La déstabilisation de la Libye. On sait très bien que cette côte a un rôle majeur dans les flux des migrants. Beaucoup plus largement et beaucoup plus structurellement, la manière dont les intérêts occidentaux, nos oligarques, à commencer par Bolloré et les autres, sont de mèche avec les élites dirigeantes africaines et autres pour perpétuer la mise en coupe réglée des ressources de l'Afrique et de ces pays, de telle sorte qu'aucun développement ne peut se poursuivre et que aucun confort matériel, aucune protection ne peut être mise en place pour ces populations, qu'il n'y a pas de take-off politique, de création de classes moyennes qui pourraient défendre leurs intérêts. Bref, il n'y a pas de développement local et nous ne sommes pas innocents de ça. Et dernière chose aussi, et je ne veux pas être trop long et je termine là-dessus,
dernière chose aussi, l'hypocrisie absolument terrible qu'il y a de la part du patronat de la droite française notamment, autour de la place des sans-papiers dans l'économie du pays ici. Parce que maintenir les migrants dans le risque de mourir en Méditerranée, puis ensuite dans le harcèlement par la police, puisqu'on est quand même... Macron et son gouvernement font harceler au quotidien les migrants qui ne sont pas morts en Méditerranée, qui sont arrivés en France, par la police. Ils font lacérer leur tente par les policiers régulièrement, etc. Maintenir ces gens-là dans cette situation-là, ça veut dire, en bout de chaîne, maintenir une main-d'œuvre exploitable à merci. Mais ça, Darmanin, il est pour, il est favorable. Maintenir les chômeurs qui ont des papiers utiles dans une concurrence avec la main-d'œuvre qui n'a pas de papier. Aujourd'hui, si tout à coup, réellement, on enlève des chantiers du bâtiment tenus par les entreprises françaises, tous les sans-papiers. Ou les cuisines en France, dans les grands palaces. Et la grande restauration, c'est terminé. Tous ces secteurs sont bloqués. Donc il y a une hypocrisie absolument terrible derrière tout ça. Mais je pense que si je peux bien sûr, oui. Je pense que vous avez dit un mot, immigration utile. Et en fait, c'est installer cette idée. Et je pense que c'est ça le plus grave. Et après, je vais revenir sur ce drame, évidemment. C'est installer l'idée dans le pays, et depuis pas mal de temps maintenant, qu'il y a une immigration utile et une immigration inutile. Il s'est installé une sorte d'utilitarisme de l'immigration. D'ailleurs, voilà, et le prochain projet de loi immigration va aggraver ça, parce qu'il va y avoir ces idées de métiers en tension. Donc, ça sera une sorte d'immigration jetable, où on donnera des papiers à des immigrés, qui sera tant que le métier sera en tension, et puis une fois que le métier sera plus en tension, vous rentrez chez vous. Donc, c'est une vision utilitariste et terrifiante, à mon sens, de l'immigration. Et en fait, au cœur de cette conception qui me semble très dangereuse, il y a, je crois, la déshumanisation. Pourquoi ces morts perpétuelles qui sont constantes chaque année, des centaines de morts, et vous avez complètement raison de dire qu'on les laisse mourir, puisqu'au final, dans certains cas même, il y a des cas avérés où tout n'est pas fait pour aller les sauver. Et puis voilà. Il y a au cœur de ça, je pense, la déshumanisation, parce que ce sont des gens, alors que ce sont des gens qui ont vécu l'enfer souvent, qui abandonnent tout pour essayer d'avoir une vie meilleure chez nous. Ce sont des gens qu'on considère comme moins humains que d'autres. On a vu, lors de la crise ukrainienne, la manière dont ça s'est exprimé, ça a été l'honneur de la France d'accueillir les réfugiés ukrainiens. Ça a été le grand honneur de la France. Mais on a vu à quel point ça a été vu comme normal. Ça a été vu comme une sorte de logique humaniste qui est normale dans un pays comme la France, qui est le pays des droits de l'homme, etc. Pourquoi, lorsqu'il s'agit de personnes qui fuient la misère, la guerre ou quelque détresse que ce soit, quand ils viennent de pays africains, quand ils viennent de ces pays-là, on n'adopte pas la même réflexion. C'est parce que, je crois, il y a cette déshumanisation qui est propre peut-être à des pays européens vis-à-vis de populations qui viennent de pays qu'on considère comme moins civilisés que les nôtres. On peut parler même de racisme. Voilà, il y a un imaginaire impensé, oui, bien sûr. Il y a une hiérarchie, hiérarchie implicite. Voilà, et je ne suis pas là à condamner de raciste tout le monde, ou je ne sais pas quoi. Il y a un impensé, en effet, là, qui est fondamental dans cette histoire, et qui, je pense, explique beaucoup de choses dans l'inhumanité dont on perçoit ce genre de choses. L'extrême droite nous explique que ces drames-là sont la faute des passeurs, qu'en réalité, c'est la preuve que ces drames-là, qu'il faut arrêter l'immigration, etc. Donc, en fait, ils se servent même de ces drames pour dire qu'il faut encore moins d'immigration, il faut couper totalement les frontières, etc. Et la manière dont, politiquement, on pose la question de l'immigration, c'est toujours comment on résout le problème de l'immigration. Dans la rhétorique, dans les débats, etc. Comment on résout le problème de l'immigration ? Or, à mon sens, il n'y a pas de problème. Alors, peut-être que je suis un idéaliste ou quoi que ce soit. Pour ma part, il n'y a pas de problème d'immigration. L'immigration est un fait naturel qui a toujours existé, qui existera toujours. C'est ni bien ni mal. Moi aussi, j'ai un peu de mal avec la gauche qui dit c'est formidable, c'est une chance pour la France. Non, c'est un fait, c'est comme ça. Et l'humanisme le plus élémentaire nous oblige à accueillir dignement des gens qui, encore une fois, fuient la misère, la détresse, etc. Mais on n'arrive pas
à se poser ces questions-là parce qu'on a complètement dénaturé le débat en mode l'immigration est un problème et comment on résout ce problème. Et ça, je pense que c'est ce qui nous interdit totalement de défendre une politique d'ouverture totale, une ouverture humaniste, de régularisation, de nationalisation, de gens qui, encore une fois, ont, avant d'avoir quelques devoirs que ce soit, ont des droits. Et tout le système républicain s'est fondé sur l'idée que les étrangers avaient des droits. Et c'est ça, je pense, le cœur du questionnement, qu'aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de poser dans l'espace public, politiquement, parce que la rhétorique qui s'est imposée, qui est celle de la droite dure et de l'extrême droite, c'est l'immigration est un problème et il faut le résoudre. Alors, votre attitude qui consiste à dire que ces gens sont en eux-mêmes, parce que ce sont des humains, des titulaires de droit, je la partage complètement. Mais il faut bien avoir en tête que là-dessus, les penseurs du néolibéralisme ne sont pas d'accord. Et que quelqu'un comme Hayek est quelqu'un qui a fini par dire explicitement à la fin de sa vie, l'un des grands-pères du libéralisme, qu'il n'y a pas de droit intrinsèque de la personne à être prise en charge si elle en a besoin, à avoir des soins minimum, etc. Ça nous renvoie à la question de ce que c'est que la modernité et de ce que c'est que le néolibéralisme. Effectivement, pour le néolibéralisme, et Yoann Chapoutot a montré que c'est quelque chose qui n'était pas incompatible avec le nazisme, c'est-à-dire avec une espèce de folie de la modernité, la valeur humaine n'existe qu'en tant que l'humain peut produire des choses. Qu'il est compétitif. S'il ne peut pas produire, si pire encore, il est une charge pour la collectivité, il n'a pas de droit à l'existence. Donc ce sont les agents économiques qui méritent d'être sauvés. Derrière un système qui a l'air tout à fait rassurant, qui est celui du libéralisme ou du néolibéralisme, en fait, un mépris de ce que c'est que la vie humaine, qui est assez glaçant si on va au bout des choses. Mais maintenant, juste pour finir, pardon Nadia, je vois que tu ne veux pas qu'on soit trop long. Oui, il est 20 si on en revient à cette idée quand même de toute migration qui serait légitime, c'est un phénomène naturel, comme vous le disiez. Moi, je pense qu'on ne peut pas sous-estimer les difficultés qui sont créées par un afflux de population dans un contexte local, si cet afflux n'est pas pris en charge, si les nouveaux arrivants sont relégués dans la misère et donc vont être relégués il y a les moyens de les mettre en charge. Donc ça veut dire que les principes que vous donnez là, en réalité, les principes d'accueil, ils vont très loin parce que ça veut dire qu'il faut un État social, ça veut dire qu'il faut refiscaliser les profits, ça veut dire qu'il faut diminuer les inégalités, etc. Donc toute décision de développer les services publics, etc., qui sont incompatibles, par exemple, avec les principes concurrentiels de l'Europe. Mais il y a encore un autre élément qu'il faut prendre en compte. Certes, les mouvements de population, ça a toujours existé. Ceci dit, je trouve qu'il y a quelque chose dont on ne parle absolument pas du point de vue des migrants, c'est le droit à ne pas être obligé de partir. Je veux dire, les migrants qui partent, ce serait mieux pour eux et ils préféraient pouvoir rester là où ils sont et vivre correctement. Je veux dire, de toute façon, c'est un déchirement. Même toute immigration est un déchirement. Je renvoie aux travaux d'Abdelmalek Sayad sur la double absence. Toute émigration, c'est quelque chose de difficile. Mais alors, en plus, ceux qui, là, en ce moment, essaient de franchir la Méditerranée dans des conditions abominables, ils essaient de quitter des situations terribles. Donc, je veux dire, ne voir que, comme le fait une certaine gauche, la figure du migrant comme quelque chose qui, finalement, nous inspire une réflexion sur nous-mêmes, sur notre propre humanité, qui nous fait ressentir des sentiments de bonté à l'égard de ces individus, etc. Moi, ça me pose quand même un certain nombre de problèmes parce qu'il y a l'oubli derrière que ces gens-là ont dû partir et que de toute façon, quand bien même ils ne sont pas morts en route, quand bien même ils réussissent à s'en sortir en arrivant, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'entre eux, ce sont des situations absolument terribles. Donc il faut se poser la question de savoir dans quel ordre politique général ces gens pourraient rester chez eux et vivre correctement. C'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Si on fait de la politique, parce que poser cette question-là dans ces termes, ça signifie que ça veut pas dire ne pas les accueillir. Oui, mais c'est une réflexion qui peut amener à justement la position qui, je sais, n'est pas du tout la vôtre, mais qui consisterait à dire qu'il faut limiter le nombre d'entrées parce que finalement le mieux c'est qu'ils restent chez eux, etc. Je sais que c'est pas votre. Je sais que c'est pas qu'ils restent chez eux, c'est qu'ils n'aient pas besoin de partir. C'est qu'ils n'aient pas besoin de partir. Oui, mais pourquoi alors juste pour finir, mais pourquoi on dit pas ça sur ce qu'on appelle les expats?
Alors l'expatriation, c'est formidable. C'est les Français, par exemple, qui vont à l'étranger, etc. Et alors eux, par contre, c'est formidable, etc. Moi, je pense que souvent c'est volontaire. En plus, ils sont beaucoup mieux payés en général. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que encore une fois, le fait de partir, de s'exiler ou quoi que ce soit, ça n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est un fait. Et encore une fois, le devoir le plus essentiel, c'est le devoir d'accueil. Quel rapport entre la situation de l'expatrié je veux dire, c'est qu'il y a toujours qui est un migrant forcé. Il y a toujours ce discours de poids de mesure qui est de dire un expatrié c'est formidable et un immigré c'est un danger. C'est ça que je veux dire. Et je sais que c'est pas du tout votre discours, mais c'est vraiment ça, je crois, qu'il faut combattre. C'est l'idée que, encore une fois, l'immigration n'est pas un problème. Ça n'a jamais été un problème. C'est un problème dans la construction du discours, notamment par certains politiques, et c'est ça, je pense, contre lequel il faut vraiment lutter, parce que ça, c'est dire que l'immigration est un problème. Je sais que c'est pas ce que vous dites, mais voilà, c'est la porte ouverte à la réduction des droits, à la construction des CRA, des centres de rétention administrative, qui sont des horreurs absolues, qui sont des lieux d'atteinte aux libertés, des lieux de privation de liberté par définition, qui sont contraires à nos principes, des zones de non-droit. Et c'est un discours qui amène donc à une déshumanisation et à des politiques répressives autoritaires qui sont dangereuses. En tout cas, on aurait pu les sauver si on avait voulu les sauver. Nous, on a choisi de les laisser mourir. Et cette actualité dramatique contraste avec une autre, celle où l'on voit des gardes-côtes américains lancer une mission de sauvetage pour tenter de retrouver un petit sous-marin touristique utilisé pour se rendre dans la zone de l'épave du Titanic, porté, disparu dans l'océan Atlantique depuis dimanche. Les personnes concernées sont millionnaires, en tout cas des personnes qui sont très le prix du billet est l'équivalent à 15 années de SMIC. Voilà, donc ça rejoint pour monter dans ce que tu disais, Julien. Voilà, il y a des vies qui méritent d'être sauvées, et notamment celles... Là, il y a un télescopage dans l'actualité qui est assez terrible, qui est presque indécent même. Autre indécence aussi, vous l'avez vu, le député NUPES Aymeric Caron a demandé à bien vouloir respecter une minute de silence en hommage aux naufragés, une requête à laquelle s'est opposée la présidente de l'Assemblée nationale en se fondant sur les règlements intérieurs qui pourtant ne l'interdit pas. Oui. C'était révoltant. Ce qui était révoltant dans cette histoire, juste en un mot, c'était utiliser un argument procédure, de règlement, alors qu'on parle là d'un drame absolu qui devrait faire absolument l'unanimité, alors évidemment pas à l'extrême droite, voilà, mais chez les Républicains, et d'utiliser un argument de procédure, de règlement, montre toute la médiocrité qu'il y a derrière ce choix-là de refuser cette minute de silence élémentaire. Et ça révèle aussi quand même un certain manque d'humanité, je trouve. Enfin, voilà. Encore une fois, les macronistes, au départ, nous promettaient un idéal un peu humaniste ou quoi que ce soit. Bah, dis donc, ceux qui ont cru à cette fable en 2017, ils reviennent de très très loin. Et cette anecdote est absolument, je trouve, révoltante et mesquine. Et vraiment indigne. Voilà. Le RN a applaudi cette décision d'ailleurs de la présidence nationale. Si on va à la racine des choses et si on essaie de comprendre l'attitude de Yael Braun-Pivet dans cette affaire, on en revient à ce que vous disiez sur le fait que pour ces gens-là, les vies humaines n'ont pas de valeur en elles-mêmes, et les vies des migrants n'ont pas la même valeur que les autres, et elles ne méritent pas donc de faire l'objet d'une minute de silence. Et d'ailleurs, ce serait un mauvais exemple, certainement, que de considérer, que de leur donner cette dignité en faisant cette minute de silence. C'est tout à fait typique d'un comportement de DRH, je dirais, de manager borné. Ça caractérise tout à fait la culture. Le respect des règles. Voilà. Des règles qu'elle invente, d'ailleurs. On les invente si elles n'existent pas. Mais les procéduriers comme ça. Les robots DRH macronistes, dont Mme Braun-Pivet, qui devrait avoir une autre dignité en étant présidente de l'Assemblée nationale, 4e personnage de l'État, illustrent de façon déplorable. Maintenant, pour terminer, quand vous disiez ceux qui ont voté pour Macron en 2017 en croyant à ces belles promesses, notamment d'humanisme. C'est pas mon cas, je précise là, je sens non, c'est pas ce que je veux dire. Non, c'est pas ce que je veux dire. On se souvient comment il a réussi à rouler dans la farine, même nos collègues de Mediapart, qui l'ont invité 2 fois et auprès desquels il a fait une opération de séduction fin novembre 2016, puis entre les 2 tours en 2017, tout à fait réussi. Et finalement, on s'était dit, oui, il doit y avoir un macronisme de gauche, un progressisme macroniste. On voit à quel point la réalité est très éloignée de tout ça et absolument terrible. Et on n'est qu'à 1 an
de ce second mandat. Moi, la question que je me pose, c'est l'électorat d'Emmanuel Macron. Ces gens, ils ont été très nombreux, qui venaient du PS notamment, parmi l'électorat, qui ont voté pour lui à ce moment-là. Il y en a quand même beaucoup qui ont voté pour lui, malgré tout, sans doute un peu moins. Les autres ont probablement voté Jadot, je dirais, au premier tour l'année dernière. Jadot a offert un débouché à ceux qui ne peuvent absolument pas avoir une gauche de gauche, mais qui veulent plus voter Macron parce que quand même c'est devenu indécent. Dans quelle mesure est-ce que l'électorat éclairé, qui se pense éclairé, cette gauche culturelle qui a voté Macron, est capable de faire un retour sur soi-même, une forme d'autocritique intérieure, je ne parle pas de faire une autocritique publique, mais de réfléchir simplement aux conséquences des engagements politiques que l'on a et de son vote. C'est une question importante pour l'avenir de ce pays, je pense. Et qui mérite d'être débattue dans le cadre d'un autre numéro de Toujours Debout. Merci beaucoup, Mathieu Slama, essayiste, auteur de Adieu la liberté. Et merci Julien Terry, historien que vous connaissez bien ici aux médias. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi notre dernier Toujours Debout de la semaine. Vous avez pu le voir ce soir encore. Le média souhaite être le média des luttes en vous proposant aussi bien des images du terrain que des analyses et des invités de qualité. Pour continuer à suivre ce qui se passe dans les cortèges et sur les piquets de grève, nous avons besoin de votre force, c'est-à-dire de vos dons. C'est pour cette raison que nous lançons cette campagne de milieu d'année si nous voulons survivre à l'été et nous tenir prêts pour le grand virage de la saison 7 du média. Il nous faut mobiliser au moins 100 000 euros de dons. Nous vous rappelons que pour ceux qui paient l'impôt sur le revenu, ce sont des dons défiscalisés à hauteur de 66%, c'est-à-dire que si vous nous donnez 100 euros, 66 euros vous seront reversés par les services des impôts depuis le lancement de la campagne il y a 2 semaines déjà maintenant, c'est ça Nicolas, tu confirmes ? C'est ça, 555 personnes ont contribué à hauteur de près de 38 000 euros. Merci à vous. Nous sommes près d'1 million sur la chaîne YouTube. Je pense qu'on peut donner un peu plus. Bref, donnez-nous pour sauvegarder votre chaîne d'infos et de combat, le média des luttes, de celles et ceux qui luttent. Rendez-vous sur lemediatv.fr/soutien. On compte sur vous. Bonne soirée.